Ouais, c'est Université de Rennes, Institut universitaire de France, ça je connais pas, c'est nouveau. C'est l'Institut universitaire de France, c'est une sorte d'université sans les murs dans lesquels on peut appliquer et du coup, ça nous enlève des heures d'enseignement pour qu'on Ah, puisse se ok, consacrer à la recherche. Voilà. pour faire de la recherche. C'est Ok, un peu, prestigieux. c'est un peu comme une université au niveau français, on va dire. Ok, ok, donc très bien. Et puis, donc, bah, surtout, je sais pas comment on dit, chef de diverses, ex-chef, pardon, de diverses, qui est en fait une équipe NVIDIA à l'ESA. Et donc, bah, Jean-Marc, bah, je ne sais pas si vous le connaissez sans doute peut-être de réputation ou non, tout ce qui est modèle driven engineering, c'est un des grands noms en France de ce domaine. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de Telling Uncertainty avec modèle driven engineering. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de parler français en dehors de France. C'est pas souvent que j'ai l'opportunité de faire ça. Et donc, je vais vous parler de l'incertitude en informatique et comment, a posteriori, ça permet d'éclairer quelque part l'histoire de ce qu'on a cherché à faire avec l'ingénierie dirigée par les modèles, qui peut être vue a posteriori, et j'espère vous en convaincre à la fin de ma présentation, comme étant un moyen d'affronter toujours plus d'incertitudes en informatique. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? En fait, je viens sur un transport que je présente souvent, qui est ma vision de pourquoi c'est complexe, pourquoi l'informatique est une science complexe, pourquoi c'est complexe de faire de l'informatique, pourquoi c'est compliqué de développer du logiciel. Parce qu'il y a trois dimensions de complexité qui sont indépendantes et qu'il faut arriver à gérer, à adresser. La première, c'est évidemment la complexité inhérente de l'informatique qui est liée à l'indécidabilité, c'est-à-dire même un petit morceau de programme, pour savoir et comprendre ce qu'il fait, dans le cas général, c'est potentiellement indécidable. Et donc, évidemment, les seuls moyens qu'on a, ce sont des moyens imparfaits de capturer en fait la correction ou l'intention qu'il y a derrière un morceau de programme. Ça, c'est la première dimension de complexité. La deuxième dimension de complexité, c'est la complexité qui est liée à la taille, c'est-à-dire dès qu'on fait quelque chose de gros, on est obligé de le couper en morceaux, d'accord? On est obligé de décomposer ça, donc de confier des morceaux à des équipes différentes qui doivent travailler plus ou moins indépendamment, et ensuite ces morceaux, il faut les remettre ensemble pour arriver à faire marcher les choses. Donc ça, c'est pas du tout propre à l'informatique. Vous avez ça dans n'importe quelle discipline d'ingénierie. Dès qu'on manipule un système complexe, par exemple en génie civil, évidemment, on a exactement le même genre de problème. Dès qu'on a un projet complexe, il faut arriver à avoir une architecture qui permet de couper les choses en morceaux et de faire travailler un très grand nombre de personnes pour arriver à ce qu'on veut faire. Avec, en informatique, le problème de la décomposition de la complexité essentielle qui est liée au domaine du problème et la complexité accidentelle qui est liée plutôt au type de solutions qu'on utilise qui sont parfois imparfaites. C'est pas le bon langage, c'est pas la bonne OS, c'est pas la bonne manière de faire, où il y a trop de choses différentes qui viennent se créer là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième dimension de complexité. Et puis, il y a une troisième dimension de complexité qui est liée justement à l'incertitude. C'est-à-dire que en informatique, euh, eh bien, on ne sait pas toujours à l'avance exactement ce qu'on veut faire et exactement comment ça va se passer. Et ça, c'est lié à deux choses. Ah, bon. Mon animation qui ne marche pas, désolé. La première, c'est l'incertitude épistémique, c'est-à-dire à propos de ce qu'on connaît ou de ce qu'on ne connaît pas surtout, et qui peut changer. Essentiellement, c'est parce qu'on ne comprend pas forcément bien quels sont les besoins de l'utilisateur final de l'application qu'on a ou quel va être son comportement vis-à-vis de l'application. Donc ça, évidemment, un des moyens de lutter contre ça, ce sont les méthodes agiles qui permettent de progressivement d'éclairer les requirements et de progressivement faire ce qu'il y a vraiment besoin plutôt que ce qui était demandé. Mais ce n'est pas la seule source d'incertitude. Une autre source d'incertitude, c'est que le monde ne se comporte pas toujours comme on l'attend. Il y a des choses qui se passent et qu'on n'a pas forcément anticipées. En particulier, tous les cas particuliers, les corner cases, c'est extrêmement difficile de d'y penser à tous. Et pourtant, à un moment donné, il faut pouvoir avoir fait ça. Il y a des choses qui sont plus liées, qui sont plus accidentelles, qui sont liées par exemple au fait que des API se comportent de manière inattendue. C'est-à-dire, on pense que
quand je fais tel appel système, je devrais avoir tel résultat, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a une petite truc d'implémentation qui est écrit à la page 263 de la documentation qui fait que dans ce cas particulier, ça ne fait pas comme d'habitude. Et c'est juste que quand je programme, bah, je n'ai pas forcément à l'idée de ce qui est écrit à la page 263 de la documentation et je fais un truc qui est inattendu par rapport à ce que j'attendais. Il y a aussi le fait que j'ai des librairies, des bibliothèques qui offrent des services similaires, mais qui en fait ont des petites subtilités qui fait que ça ne se comporte pas exactement pareil. Donc on peut penser à plein de bibliothèques en Python, par exemple de machine learning, qui ne font pas exactement la même chose les unes que les autres. Et même ça peut être des subtilités dans la sémantique des langages de programmation, entre différents langages de programmation. Par exemple, si on fait un modulo sur un nombre négatif en Python et en Java, ben, on n'a pas le même résultat. Exactement la même chose donne des résultats qui sont différents. Alors, c'est pas très grave. Si on programme que en Java, on sait en général ce que ça fait. Si on programme que en Python, c'est pas grave non plus. Si on passe d'un langage à l'autre, eh ben, on s'en mêle des fois les pinceaux. D'accord, sur ce que ça fait vraiment. Et puis même au sein d'un même langage, hein, c'est bien connu, dans un langage comme C, par exemple, il y a des comportements indéfinis. Si on fait des trucs, ben, la spécification nous dit que bah, ce que ça fait, c'est pas défini. Tant pis pour vous si vous essayez. Donc ça, c'est épistémique, c'est à propos de la connaissance. C'est de la connaissance imparfaite qu'on peut affiner, qu'on peut progresser, mais qui restera essentiellement imparfaite. Et puis, il y a une deuxième source d'incertitude, qui est l'incertitude ontologique, c'est-à-dire qui est liée au fait que le monde dans lequel on vit a des comportements qui sont en réalité irréductibles, aléatoires. Donc, par exemple, quand j'ai un capteur qui va mesurer une température ou une distance, eh bien, il ne me donne pas une valeur exacte. Il me donne une valeur approximative dont je connais plus ou moins l'approximation et la distribution de valeurs autour de ça. Peut-être, je sais que mon capteur est précis à plus ou moins 10%, plus ou moins 1%, etc. Donc, j'ai quelque chose qui est imprécis vis-à-vis de ça. Mais j'ai aussi des différences de comportement pour un même logiciel. Selon l'endroit où il est dans la mémoire, le calcul ne va pas se faire de la même manière. L'état interne du processeur fait que si je fais deux calculs l'un à la suite de l'autre, ben, je peux avoir des résultats qui sont différents. Et même la température ambiante va changer le comportement de mon programme, et même l'âge du processeur. Pourquoi? Parce que dans les processeurs modernes, quand un processeur est âgé, en fait, il y a des morceaux de circuit qui finissent par tomber en panne. Ce qui fait que, comme c'est prévu par le concepteur, il y a des correctifs qui se mettent automatiquement en place, et donc ils viennent corriger en fait, ces comportements-là, mais qui ne prennent pas le même temps. Et donc, comme ils ne prennent pas le même temps, mais à chaque fois, j'ai des algorithmes qui sont sensibles au temps, ou des trucs très bêtes comme des race conditions, je peux très bien avoir des comportements qui n'apparaissaient pas, qui brutalement apparaissent, alors que dans le passé, ils n'apparaissaient pas. D'accord? Donc, le comportement change. Et donc, je dois faire face à ça. Alors, le problème que je fais, c'est que cette incertitude est aujourd'hui omniprésente en informatique, euh, liée à quelque chose qu'on a appelé la variabilité profonde, qui est qu'à tous les niveaux, depuis les niveaux les plus internes du processeur jusque aux paramètres qui sont pris dans un programme, eh bien, à chaque niveau, on a des sources potentielles de variabilité et d'incertitude. Donc, ça vient des micro-architectures d'un processeur avec les états internes. Selon les processeurs qu'on a, on va pouvoir avoir des comportements différents. Suivant les plateformes, les choses ne se passent pas exactement de la même manière. On appelle le système en Windows ou en Linux, ça ne fait pas toujours la même chose. Les bibliothèques induisent aussi des comportements qui sont différents, même quand elles peuvent faire la même chose. Les compilateurs et les machines virtuelles, il y en a plein de manières différentes et ça induit encore de la variabilité. Parce qu'il y a un programme qu'on estime faisant la même chose en Python et en Java, va peut-être pas faire la même chose. Donc au niveau des langages, mais aussi le style de programmation, même pour prendre des exemples extrêmement simples, c'est un truc que j'ai un petit peu étudié un petit peu largement. Selon qu'on écrit son programme avec x plus y plus z ou bien x plus y plus z, mathématiquement, c'est censé faire la même chose. Vous savez, comme ce sont des nombres flottants, et la manière dont ils sont représentés fait que dans les machines, ça ne fait pas la même chose. D'accord? Il suffit que certains de ces nombres-là soient très grands et d'autres très petits, et à ce moment-là, l'ordre dans lequel on fait l'addition ne donne pas le même résultat. D'accord? C'est un problème bien connu sur les flottants. Et puis, bien sûr, on peut très bien avoir des choses qui sont différentes ici.
Donc, on a plein de sources qui font qu'on n'est pas toujours sûr de ce que fait le programme. Euh, Bien sûr, en plus, avec des requirements qui sont parfois troubles ou disons pas très précis. On a différentes méthodes pour résoudre le même problème. Donc, on a un problème, mais on peut très bien avoir différentes méthodes, et à la fin, ces méthodes-là ne donnent pas exactement le même résultat. On peut avoir des choix d'algorithmes qui font qu'on va avoir des résultats différents en fonction de l'algorithme qu'on a choisi, les algorithmes adaptatifs. Et puis, ben, à la fin, on se rend compte que si je fais conceptuellement le même calcul, c'est-à-dire j'ai le même problème, je le résous de manière différente en faisant varier tous ces trucs-là, ben, à la fin, j'ai des résultats différents. D'accord? Alors, est-ce que c'est grave? Pas toujours, il y a plein de cas où c'est pas très grave. Hein. Si vous affichez une image, qu'il y a un pixel qui soit légèrement plus vert ou plus bleu, c'est probablement pas très grave. D'accord? Si vous faites un jeu vidéo, qu'à la fin, il y a un résultat qui soit différent, c'est pas forcément très grave. Mais il y a des situations dans lesquelles c'est grave. Par exemple, est-ce qu'on peut faire confiance à un diagnostic de neuroimagerie? Donc, il y a une expérience célèbre qui s'appelle l'expérience NARPS, qui a donné à 30 équipes différentes le même jeu de données et qui leur a demandé de prédire si, enfin, quelque chose basé sur la neuroimagerie. D'accord? Savoir si le cerveau était malade ou pas, si je me rappelle bien. Eh bien, les 30 équipes ont donné 30 résultats différents. Donc, parmi ces 30 résultats, 5 étaient complètement contradictoires avec les 25 autres. D'accord? Pourquoi? Bah parce qu'ils utilisent des méthodes différentes, qui sont toutes légitimes et qui sont toutes bonnes. Ils utilisent des outils qui sont différents, des chaînes de traitement qui sont différentes, des plateformes qui sont différentes, et à la fin, il y a des résultats qui sont différents. D'accord? C'est un papier qui a été publié dans Nature, mais qui a beaucoup remis en cause plein de choses sur le traitement informatique de diagnostic. Ou de manière plus simple, si je des systèmes autonomes qui capturent quelque chose, est-ce que cette image représente un terroriste ou une maman avec un bébé? D'accord? Et évidemment, les décisions que je fais vont avoir un impact. Et parfois, ça peut dépendre de choses aussi bêtes que le germe qui est choisi dans le générateur aléatoire de mon algorithme de machine learning. Euh, et donc, est-ce que si je fais exactement le même calcul deux fois, est-ce que je vais avoir le même résultat? Eh ben, pas systématiquement avec les systèmes modernes. D'accord? Donc, dans certains cas, ça peut être assez important. Alors, si je reviens sur ce que je disais, c'est quoi nos outils pour faire face à ces difficultés? Bah, évidemment, vous les connaissez. Hein. La complexité de l'indicibilité, bah, c'est essentiellement du raisonnement qui peut, dans le cas général, pas être parfait. On essaye de faire des preuves, c'est-à-dire on essaye parfois de construire des algorithmes de manière à ce qu'ils soient prouvables, mais dans le cas général, ça ne se fait pas. Donc on a des moyens plus ou moins approchés de ça. Par exemple, la conception par contrat est un moyen intermédiaire de faire des choses sur lesquelles on va avoir quand même un certain nombre de propriétés. Et puis à la fin, ben, si on ne sait pas faire autre chose, on fait du test qui ne donne pas de certitude, mais qui permet d'augmenter le niveau de confiance dans la chose dont on veut s'assurer qu'elle est correcte. La complexité liée à la taille du programme, du problème, ben c'est évidemment, quand je décompose, il me faut un système de modularité d'abstraction qui permet de couper les choses et de recomposer, comme dans le reste de l'industrie, hein, c'est la même chose, c'est une modularité d'abstraction. Et puis, l'incertitude, ben la manière de faire ça, c'est d'essayer d'isoler les choses qui sont incertaines, de manière à ce que je puisse changer d'avis sans que ça impacte trop sur le reste. Et donc ça, c'est les idées de séparation des préoccupations et de gestion de la variabilité. On trouve qu'ils sont au cœur du génie logiciel. D'accord? Et en fait, si on regarde ce que c'est que le MDE, fondamentalement, c'est la composition de la modularité d'abstraction avec la séparation des préoccupations et la gestion de la variabilité. Quelque part, ça, c'est la modélisation orientée objet, m'amène ça, et le model driven engineering permet de m'appuyer là-dessus pour pouvoir faire ça. D'accord? Donc maintenant, avec cette vision-là, je vais reprendre un peu ce qu'on a essayé de faire historiquement avec le MDE, partant de ce qu'on a commencé à faire dès les années 80, pour, dans un premier temps, essentiellement, essayer de gérer l'incertitude épistémique, c'est-à-dire liée au fait qu'on n'a pas la connaissance complète sur ce qui est en train de se passer ou que les choses peuvent changer. Donc on est passé d'une époque où on a passé au Case puis au MDA,
puis la séparation des préoccupations avec les modèles, les aspects et les features. Et ensuite, ben, progressivement, à partir des années, on va dire, milieu des années 2000, on a commencé à considérer l'incertitude aléatoire, donc ontologique, en l'intégrant dans les modèles. Et puis, ben, ensuite, je vais vous montrer qu'en fait, on peut aujourd'hui, grâce au MDE, aller plus loin et carrément prendre l'incertitude comme étant au cœur de l'informatique et ben, prendre ça comme étant un fait et non plus un problème. Alors, assez rapidement, je vais revenir sur ces choses-là, parce que c'est un peu une vision historique, donc il n'y a pas forcément. Voilà, c'est plutôt la perspective de ce que c'est devenu. Dès les années 80, des langages comme SDL, par exemple, ou LDS en français, on a la possibilité d'avoir des modèles et, à partir de ces modèles, de générer du code. D'accord? Donc, c'est les ancêtres de UML, si vous voulez, quelque part. Donc, on a un diagramme d'état ici, à partir duquel on peut générer du code. Et ils servent à quoi? Ils servent à gérer l'incertitude dans la spécification. C'était l'époque où on essayait de faire de la normalisation sur les protocoles de communication. Et bah, pour s'assurer que tout le monde comprenait bien la même chose d'un protocole, on essayait de décrire de manière un peu formelle pour s'assurer qu'ensuite, quand on mettait les équipements les uns en face des autres, ça marche. D'accord? C'est un peu le but. Et l'idée, c'est que ben, on n'avait pas bon du premier coup, et donc il fallait pouvoir changer la spécification et sans rebâtir tout à la main, et donc d'avoir des outils automatisés qui font qu'un petit changement dans la spécification, qu'on n'avait pas forcément compris toutes les conséquences, allait permettre de pas remettre en cause tout ce qu'on avait fait jusqu'à là. Donc, l'idée de ça, c'est qu'avec ce type de langage-là, on a dès cette époque-là des outils qui sont graphiques ou textuels. Même avec SDL, on avait cette idée qu'on avait une spec qui était équivalente graphique et textuelle. On a le moyen d'avoir de la vérification de cohérence et puis de la validation par simulation ou même par modèle checking qui nous permettent de s'assurer que de la cohérence interne des spécifications qu'on écrit. Et puis une fois qu'on a une cohérence interne, qu'on sait que c'est censé marcher, ben on a une génération de code qui fait qu'on appuie sur le bouton et on obtient le code correspondant à notre protocole. Donc ça marche bien. Ça permet de programmer des systèmes distribués à un haut niveau d'abstraction avec un très haut niveau de confiance dans la validité du code, puisque derrière, si on a eu la chance de pouvoir faire un modèle checking, on sait que toutes les situations possibles ont été, dans le cadre de ce qu'on a spécifié, ont été validées. Et puis, ça permet d'avoir une très bonne séparation entre la complexité essentielle, qui est la spécification d'un protocole, c'est-à-dire la complexité de se mettre d'accord sur dans quel ordre on fait des opérations, et puis la complexité accidentelle qui est liée à l'implantation, où on a un très gros écart, parce qu'à l'époque, dans les années 80, l'implantation en général, elle est dans le meilleur des cas en C et souvent en assembleur. Donc retrouver les choses là-dedans, c'est pas toujours évident. Et donc, ce que ça gagne, c'est que ça permet de faire évoluer les spécifications de manière indépendante de la complexité de la plateforme, et donc d'arriver plus rapidement au résultat. Alors, malheureusement, ça ne marche pas tout le temps dans tous les cas. Ces outils ont un certain nombre d'inconvénients. D'abord, pour les techniques de spécification formelle, souvent, elles ont un côté assez abstrait et quelque peu mathématique qui rebutent un certain nombre d'ingénieurs et qui font qu'elles ne sont jamais généralisées dans l'industrie. Deuxième point qui est très négatif pour ces techniques de ce type-là, c'est que les générateurs de code, c'est à l'époque des boîtes noires. C'est-à-dire, j'appuie sur le bouton, j'obtiens mon code. D'accord? Ça a un bon côté parce que, comme je peux y toucher, a priori, il est correct. Si les gens n'ont pas trop merdé, et c'est souvent le cas, il était très correct. Et souvent, si j'ai la chance qui correspond à mon besoin, bah, c'est magique, ça marche tout seul. D'accord? Et donc, il y a plein de success stories qui ont été publiés parce qu'il y a des cas particuliers dans lesquels ça marche bien. Par contre, si jamais le code ne correspond pas exactement à ce que je veux, parce que toutes mes contraintes d'ingénierie n'ont pas été prises en compte, eh bien, je suis complètement perdu. D'accord? Par exemple, si mon code n'est pas assez rapide, s'il n'est pas assez compact, s'il ne va pas tenir dans la mémoire, si son encombrement mémoire est trop grand, ça c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, c'est qu'en général, je ne génère pas tout, il faut que je l'interface avec du code qui est déjà présent ou des bibliothèques, et là, ça ne marche pas très bien. J'ai beaucoup de mal à faire marcher ça. D'accord? Et là, bah, je suis complètement coincé. D'accord?
parce que ma boîte noire, je ne peux pas les modifier, et du coup, le code, il fait pas ce que... Fonctionnellement, il fait ce que je veux, mais de manière, on va dire, extra-fonctionnelle, ça ne répond pas à mes besoins, et je ne peux plus rien faire, je suis obligé de repartir à zéro. Alors, il y a des gens qui ont fait des trucs, j'ai bossé à l'époque dans l'industrie des télécoms, en tant qu'ingénieur, et j'ai assisté à un désastre majeur, qui est que les gens qui faisaient ça, et puis ils se sont aperçus qu'en fait, le code, il marchait pas suffisamment vite vis-à-vis du scheduler qu'ils avaient. Et donc, en gros, ils ne rendaient pas la main assez souvent sur le système temps réel. Donc, c'est pas grave, il y avait quelques transitions qui étaient trop grosses, donc ils les ont coupées en deux, pour qu'au milieu de la transition, on puisse rendre la main au scheduler de manière à respecter les contraintes temps réel. Fonctionnellement, il n'y a pas de problème, sauf que l'entrelacement devient différent. Et donc, le truc qui avait été validé en modèle checking n'est plus correct parce que l'entrelacement est différent, puisque j'ai coupé ma transition qui était censée être atomique en deux morceaux finalement. D'accord? Et j'ai un bug majeur dans des systèmes de télécom français qui est lié à ça. D'accord? Qui a craché le système au milieu des années 80, juste à cause de ça. D'accord? Donc, on voit que parfois, les workarounds sont extrêmement risqués parce qu'on a perdu de vue qu'il y avait quelque chose à ce niveau. Et donc, pourquoi ça ne s'est pas imposé? À mon avis, c'est une opinion, c'est qu'en fait, globalement, le jeu en vaut pas la chandelle. Il y a plein d'avantages, mais finalement, les inconvénients sont tellement importants que toute chose par ailleurs, et c'était mon expérience dans l'industrie des télécoms, donc on m'a demandé justement d'évaluer les avantages et les inconvénients. Bah, à la fin, objectivement, le jeu en vaut pas la chandelle. Donc, deuxième époque, l'arrivée du MDA. Le MDA, à partir du milieu des années 90, l'idée, c'est de, de pouvoir abstraire la notion de plateforme et de pouvoir faire interopérer des systèmes de manière beaucoup plus aisée. Donc, c'est quoi? C'est le fait que on ne sait pas toujours sur quelle plateforme ça va tourner, puis la plateforme va évoluer, et en fait, on va essayer de capitaliser sur des choses qui sont indépendantes de la plateforme sur laquelle va tourner le logiciel. D'où l'introduction du concept de SIM et de PIM, donc plateforme indépendante modèle. Et avec cette idée, hein, sans rentrer dans le détail, que en prenant un modèle qui est indépendant de la plateforme, qui est finalement le business model, le modèle métier qui m'intéresse, en le combinant avec un modèle de la plateforme, eh bien, je vais pouvoir avoir plus ou moins automatiquement le modèle qui est spécifique à cette plateforme-là, et ensuite avoir une génération de code qui est simple. D'accord? C'est un peu l'idée du MDA. Donc ça offre en perspective un certain nombre de choses qui sont tout à fait intéressantes. Portabilité, évidemment, c'est fait pour ça. L'interopérabilité entre des plateformes, l'indépendance de la plateforme, ça permet de se concentrer sur un domaine au niveau du PIM et en oubliant les contraintes techniques qui sont là, et globalement d'améliorer la productivité. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Euh, D'une part, parce que c'est déjà principalement une ingénierie vers l'avant, vers le bas, c'est-à-dire que les modèles sont transformés dans des artefacts d'implantation, mais il n'y a pas vraiment de moyen de s'interfacer avec des choses déjà existantes ou du code déjà existant. Et puis surtout, les modèles de plateforme, en fait, en vrai, ça n'existe pas. D'accord? Ce truc-là, là, sur le schéma-là, moi, j'en ai jamais vu. D'accord? Un truc qui me décrit la plateforme que je vais pouvoir combiner avec mon modèle indépendant de la plateforme, ça n'existe pas. En fait, le truc, c'est que euh, comme tout n'est pas capturé dans les modèles sources, eh bien, en fait, la connaissance de la plateforme, implicitement, elle est dans mes transformations de modèles. Ce sont mes transformations de modèles qui savent que puisque je vise telle plateforme, alors je vais devoir faire ça, ça et ça. Et donc, elle est implicite dans les transformations de modèles. D'accord? Euh, Et ben, au total, c'est très difficile en fait d'appliquer ça ben, d'un modèle à un autre, puisque à chaque fois on a une connaissance un petit peu des deux. Euh, En fait, dans certains domaines, le savoir-faire, il n'est pas juste dans le modèle indépendant de la plateforme, il est aussi dans justement comment on passe d'un modèle à cette plateforme-là. Euh, Par exemple, si je suis dans des domaines, à l'époque on avait pas mal regardé les systèmes de contrôle de trafic aérien,
avec des entreprises qui bossaient là-dedans. En fait, le modèle indépendant de la plateforme, il est finalement assez simple. C'est comme un modèle de contrôle de trafic aérien, il s'assure d'un invariant qui est que comme l'espace est découpé en boîtes, finalement, l'invariant, c'est qu'il doit y avoir au plus un avion dans chaque boîte. D'accord? Et donc tout le reste est basé là-dessus. Les plans de vol s'assurent statiquement que c'est le cas. Et ensuite, les radars, les transpondeurs au moment du runtime s'assurent qu'on respecte ça. Et si ce n'est pas le cas, il y a des mesures qui sont prises, etc. Le modèle métier il est très simple. Maintenant, si on fait le système, ben, il y a des centaines de millions de lignes de code de C++. Pourquoi? Parce que c'est un système temps réel qui est distribué à l'échelle d'un continent, avec des tas de périphériques différents. Je dois interconnecter des radars, des transpondeurs, des interfaces vers les compagnies aériennes, etc. Et finalement, le savoir-faire, il est plutôt là-dedans que dans le modèle métier qui est finalement assez basique. On dirait des choses comme ça. D'accord? Et donc, ce que je gagne, ben, c'est pas grand-chose, en fait. Et donc, si j'encode, si j'essaye d'encoder ce savoir-faire dans mes règles de transformation, ben, je me retrouve avec d'énormes programmes de transformation de modèles qui sont très difficiles à maintenir. Et puis, je les fais probablement pas au bon niveau d'abstraction, parce que mes langages de transformation de modèles sont pas terribles. Je vais me dire ce qu'il y a du point de vue génie logiciel. On a essayé de faire des trucs déclaratifs, mais au bout d'un moment, ça ne marche plus. Enfin, déclaratif, c'est super bien pour les trucs très simples. Dès qu'on fait quelque chose de compliqué, on a les problèmes habituels de modularité, de taille, etc., qui font que ça ne marche pas. Et ben, finalement, c'est probablement pas la bonne manière de faire. Donc, si on veut aller plus loin, il faut augmenter cette séparation et pas seulement être indépendant de la plateforme, il faut pouvoir séparer tous les aspects. Euh, Et donc là, c'est vraiment prendre au sens strict l'intérêt, enfin, la définition de la notion de modèle, qui est, moi c'est la définition que je préfère, qui est l'abstraction d'un aspect de la réalité pour gérer une préoccupation particulière, ou un ensemble de préoccupations particulières. D'accord? Et donc avec cette définition-là, un modèle est forcément multidimensionnel, avec euh, une gestion explicite de la variabilité, c'est-à-dire le fait qu'on peut avoir plusieurs concerns, plusieurs plateformes, etc., et plusieurs choses. Donc, c'est quoi l'idée? Bah, l'idée, c'est que quand je construis un système, je veux avoir des tas de modèles. D'accord? Donc, qui vont représenter différents aspects de la chose que je veux avoir. Un modèle de données, un modèle de use case, un modèle de sécurité, un modèle de QoS, un modèle de fiabilité, etc. Certains langages vont me permettre, au sein du même langage, d'avoir ces différents modèles-là. Par exemple, l'UML peut être vu comme étant l'union d'un certain nombre de DSL qui vont me permettre de représenter certains de ces points de vue-là. D'accord? Donc ça, c'est ce que je cherche à faire. Souvent, je vais pouvoir qualifier ça, cette étape-là, de modélisation ou d'analyse de ce que je veux faire. Et ensuite, quand je veux faire la conception d'un système à partir de ça, eh bien, il faut que je prenne tous ces points de vue-là, je les assemble dans ma tête et que je vienne à partir de là fabriquer un modèle de conception qui donnera lieu à du code. D'accord? Ça, quelque part, c'est ce que font tous les programmeurs, de manière implicite. Ils regardent, j'ai ce truc-là, mais il faut que je gère, ah oui, il faut que je gère la persistance, il faut que je gère la sécurité, le contrôle d'accès, donc je vais rajouter ça comme ça, et je fais l'intégration finalement dans ma tête. D'accord? Tant que j'ai des systèmes pas trop gros, c'est tout à fait faisable. Là où ça devient compliqué, c'est quand j'ai des variations. Quand je ne sais pas à l'avance, quand j'ai de l'incertitude sur quel modèle de sécurité je veux ou quelle plateforme je veux avoir. Pourquoi? Parce que du coup, cette opération un peu magique que je fais dans ma tête, il va falloir que je la répète plein de fois. Et avec souvent des résultats qui peuvent être très différents dans les conséquences qui sont présentes ici. Et donc évidemment, l'idée du MDE, c'est plutôt que de faire ça à la main dans sa tête, ou dans sa tête, c'est d'écrire un programme qui va faire cette fusion de ces différents points de vue. D'accord? Donc, euh, en gros, plutôt que de faire ça à la main, eh bien, je vais écrire un programme qui va prendre comme données d'entrée ces différents modèles-là et qui va produire comme données de sortie ce modèle-là. D'accord? Et ça, c'est vraiment pour moi le cœur du MDE. On est, alors je précise hein, qu'on n'est toujours pas capable de faire. Mais c'est ce qu'on souhaite, enfin, c'est la vision de ce que devrait être le milieu. D'accord. Alors, un certain nombre de conséquences. La première, c'est que tant que je fais ça à la main ou dans ma tête, ces différents modèles-là, ils n'ont pas besoin d'être explicites. Ça peut être
une formule sur un bout de papier, ça peut être un vague croquis, ça peut être juste quelque chose que j'ai dans la tête et ça suffit. À partir du moment où je fais un programme qui prend ces choses-là comme entrée, eh bien, il faut que ces choses-là aient une certaine sémantique, un certain sens qui soit compréhensible par la machine. Donc ces modèles, il faut qu'ils soient décrits par des métamodèles, etc. Et c'est toute l'ingénierie du MDE qui est derrière ça. Et ça marche, évidemment, à partir d'un certain trade-off. Si j'écris un programme qui me combine tout ça et je l'utilise qu'une fois, c'est comme d'habitude en automatisation en informatique, hein, je fais une tâche automatiquement que j'aurais pu faire à la main en 5 minutes et je vais passer 2 heures à la coder. Bon, ce n'est pas un bon investissement. Par contre, dès que j'ai de la variation, dès que je peux changer d'avis, évidemment, je vais gagner énormément si j'ai besoin de faire ça de multiples fois. Et évidemment, dans le contexte, par exemple, des lignes de produits où j'ai des variations sur ce que je veux produire que je ne connais pas à l'avance, c'est quelque chose qui va devenir rentable. Donc, l'idée, puisque les modèles sont des aspects, ça va être de fusionner ces aspects, de faire ce qu'on appelle du tissage d'aspects pour réussir à faire ça. Une des manières de fonctionner, ça va être de modéliser en fait les variations, de modéliser les points de variation. Évidemment, le formalisme qu'on utilise à peu près tous, c'est former des feature modeling. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, je l'explique très rapidement parce que c'est très très simple. C'est l'idée de décomposer un système en regardant quelles sont les choses qui sont les features qui sont obligatoires et celles qui sont optionnelles. Euh, avec le sens que le rond noir, ça veut dire obligatoire. Dans un système de e-shop, par exemple, j'ai forcément un catalogue, j'ai forcément une méthode de paiement, j'ai forcément un niveau de sécurité, et j'ai optionnellement, ça c'est le rond rouge, la possibilité de chercher. Et puis là, j'ai des modes de paiement qui peuvent être un ou, soit banque transfert, soit crédit card, qui peuvent être un ou, et puis la méthode de sécurité qui peut être high ou standard, et ça c'est un XOR, c'est l'un ou l'autre. D'accord? Et puis, je peux avoir des contraintes qui sont au travers du tri, où le fait d'avoir, par exemple, de choisir carte de crédit, ça implique un haut niveau de sécurité. D'accord? Et tout ça, c'est réductible à la logique du premier ordre. C'est un formalisme qui est très simple à manipuler, qui est tout à fait intéressant pour capturer justement les variations et les modifier. Et lié à ça, eh bien, il y a l'idée qu'on va pouvoir maintenant faire combiner en fait ça grâce à l'ingénierie dirigée par les modèles, en ayant notre modèle de variabilité, en l'appliquant sur un ensemble de modèles de base qui peuvent être des modèles UML ou disons des programmes. Et puis derrière, quand j'ai choisi par exemple ici quelque chose avec le crédit card et la sécurité high, eh bien, je vais pouvoir sélectionner dans mon modèle de base les choses qui m'intéressent pour produire un modèle spécialisé qui est le résultat de ça. D'accord? Donc, je peux combiner ça pour appliquer cette notion de ligne de produit au niveau des modèles qui vont me permettre, disons, de faire des modèles qui contiennent tout un ensemble de choix et de repousser, parce que je ne le sais pas encore, j'ai une incertitude à ce niveau-là de qu'est-ce qui va être choisi, de repousser à plus tard le moment de savoir comment je combine mes éléments de base pour dériver un produit particulier dans la ligne de produit. Alors, qu'est-ce qui est bien avec ça? Donc là, c'est vraiment l'idée, je sépare les préoccupations, ce sont les différents modèles, qui deviennent des aspects que je peux recombiner derrière en gérant la variabilité à l'aide des modèles de feature. Donc, clairement, l'activité de modélisation, en réalité, c'est vraiment séparer les préoccupations vers des aspects. La conception, l'activité de conception, ça peut être vraiment vu comme étant une activité de tissage de ces aspects dans un modèle de conception détaillé. Et le MDE, c'est vraiment mécaniser ce processus-là. Et de toute façon, celui qu'on fait immanquablement. Mais le MDE, c'est juste une mécanisation de ça. D'accord? Et quand de nouveaux produits doivent être dérivés de la ligne de produit, on peut automatiquement rejouer le programme et obtenir ces choses-là. Et on peut même le faire en allant un peu plus loin, c'est-à-dire que si on ne sait toujours pas au moment où on produit le logiciel quels vont être les choix, on peut retarder ce choix à l'exécution et transformer notre modèle de ligne de produit en quelque chose qui va devenir un système adaptatif, c'est-à-dire qui est capable de passer d'une configuration à une autre, exactement avec le même genre de technologie, c'est-à-dire à obtenir des systèmes adaptatifs vus comme étant des lignes de produits dynamiques où les choix sont faits simplement à l'exécution. Et on peut utiliser exactement le même genre de technologie pour fonctionner avec ça. Et ça marche plutôt pas mal.
Alors, quelles sont les limitations? Parce que sinon, mon exposé s'arrêterait là. Euh, Quelles sont les limitations? Ben, la première chose, c'est que euh, séparer les préoccupations d'un système, c'est pas complètement évident. Parce qu'il y a des choses qui se séparent bien, mais il y a quand même des choses qui sont très intriquées et pour lesquelles, finalement, on passe plus de temps à essayer de les séparer proprement qu'à écrire la solution. Toujours pareil. Des fois, c'est plus simple d'écrire le bout de programme qui fait le boulot que de séparer les trucs et d'écrire la transformation qui les remet tout ça ensemble. D'accord? Alors, c'est vrai que la difficulté est proportionnelle au problème, mais ça reste quelque chose. Ensuite, euh, quelque chose qui marche magiquement bien quand vos aspects sont orthogonaux les uns avec les autres. Quand ils sont complètement indépendants les uns avec les autres, c'est impeccable, ça marche toujours parfaitement. D'accord? Par contre, si jamais ils interagissent, c'est le cauchemar le plus total. Euh, En fonction de la manière dont on définit la manière dont ces aspects se composent, en fait, on peut se trouver avec des problèmes indécidables, ou bien avoir des choses qui sont très, très complexes, ou bien dépendre complètement, laisser complètement ça aux programmeurs de se débrouiller pour que ça fonctionne. Essentiellement, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'associativité et de commutativité sur l'opérateur de tissage, et que derrière, il n'y a aucun raisonnement qui est possible, puisque ça dépend complètement de l'ordre dans lequel on fait, dans le pire des cas. Et dès qu'on essaie de passer à l'échelle, dès qu'on essaie de faire des choses un peu grosses qui interagissent les unes avec les autres, ça devient un cauchemar. On perd plus de temps qu'on en gagne, finalement. Donc, probablement, même si la vision reste celle-ci, on est aujourd'hui, on n'a pas les moyens, les abstractions, qui nous permettent de composer des programmes avec ces bonnes propriétés d'associativité et de commutativité, qui sont encore manquantes sur plein de choses. Mais pour ceux qui sont là demain, j'y reviendrai demain parce que j'ai des pistes pour ça. Euh, et aujourd'hui, on n'a pas le moyen d'avoir une solution générale à ça. Même si on a des solutions spécifiques, il continue à y avoir des endroits où les choses par aspect fonctionnent. Hein. Je pense à Spring AOP, par exemple, c'est un système qui marche bien. Il y a des solutions qui fonctionnent, mais dans des cas particuliers, ça n'est certainement pas un problème général. Donc ça, c'est encore quelque chose. Donc voilà, ça c'est historiquement comment on a essayé de gérer l'incertitude épistémique, c'est-à-dire on n'a pas assez de connaissances et on découvre les choses au fur et à mesure et on essaye de retarder et d'automatiser le fait quand on acquiert plus de connaissances, de changer d'avis. Mais il y a l'autre dimension maintenant d'incertitude, qui est l'incertitude liée aux aléas, l'incertitude aléatoire ou ontologique, qui est inhérente au problème. On ne peut pas s'en débarrasser en connaissant plus de choses. D'accord? Par exemple, si votre capteur il est imprécis, eh ben, évidemment, je peux acheter un meilleur capteur, mais mon capteur il restera imprécis, hein, peut-être un peu moins que le premier, mais je ne peux pas me débarrasser du problème. D'accord? Alors, pour ça, une approche a été de commencer à modéliser explicitement l'incertitude au travers d'une notion que tous ceux qui ont fait des maths connaissent, qui est la notion de variable aléatoire. C'est-à-dire que maintenant, les variables ne sont plus seulement des variables fixes, mais ce sont des variables aléatoires au sens mathématique du terme. Et donc, je peux avoir des formalismes qui sont très simples, des formalismes d'intervalle. Je dis, bon, bah, OK, mon capteur, il me donne à plus ou moins 1 mètre, donc je vais avoir un intervalle. Mais évidemment, je peux faire de manière plus maligne, regarder les distributions de probabilité ou même de possibilités qui me permettent de modéliser ça. Et donc, une des manières assez simples de faire ça, c'est d'intégrer la gestion de l'incertitude dans des langages grâce à des librairies. Donc, vous avez ça, par exemple, pour Python, il y a une librairie qui s'appelle Uncertainties, qui permet de manipuler des variables aléatoires. Objectivement, elle n'est pas terrible, parce que dès que vous essayez de faire des choses en dehors du scope, ça ne marche pas. Les variables aléatoires sont là, mais vous ne pouvez pas les combiner. Donc, quelque chose de plus intéressant qui a été fait par Antonio Valdecillo et puis plein de gens en Espagne là, pour Java, qui permet justement d'aller au-delà de ce qui est fait en Python. C'est-à-dire qu'il va supporter des variables aléatoires qui sont des paires XU, où X est la valeur, float ou double, et U représente son incertitude comme une déviation standard. Mais surtout, c'est interfacé avec le reste. C'est-à-dire que en plus de cette notion-là, il y a la notion de booléen imprécis, qui dit que c'est vrai ou faux avec une certaine probabilité. D'accord? Donc c'est la confiance qu'on assigne au fait que ce soit vrai ou faux.
Et donc, du coup, quand on compare des variables, si par exemple j'ai x qui vaut 2 plus ou moins 3, plus ou moins 0,3 avec une distribution normale, et y qui vaut 2,5 plus ou moins 0,25 avec une distribution normale, bah, si je me pose la question, est-ce que x est plus petit que y, bah, la réponse, ça va être un booléen incertain qui va être vrai à cette valeur-là, qui représente que x sera bien inférieur à y, mais avec une confiance de 0,893. Et donc, du coup, ça me permet de combiner logiquement mes variables aléatoires en ayant des raisonnements qui deviennent flous, entre guillemets, c'est-à-dire maintenant les booléens, c'est plus des booléens, c'est des choses qui varient entre 0 et 1, quelque part. D'accord. Et puis j'ai un opérateur qui est confidence, qui permet de retourner à quelque chose de strict, qui me permet d'obtenir, c'est vrai, à tel niveau de chance, qui me permet de projeter en fait, ces choses-là. Et donc l'idée, c'est que, évidemment, ce standard-là, je peux l'intégrer dans les langages. Par exemple, en UML, OCL, eh bien, je vais pouvoir étendre mes types primitifs avec des types ureal, uboolean, uinteger, qui sont en fait des supertypes de ces types-là, et qui, derrière, techniquement, vont reposer sur la librairie qui est définie ici. Donc, qui se comporte exactement de cette manière-là. Ou alors, j'ai l'initiative de l'OMG sur la modélisation de l'incertitude, qui est un métamodèle pour l'incertitude sur les systèmes cyberphysiques et qui me permet de modéliser un peu ça, sans vraiment donner comment ça doit être opéré, mais au moins j'ai le moyen de le modéliser, et en combinant avec ça, ça me permet de rendre ça opérationnel. Alors, en pratique, comment on construit un système basé sur ces idées-là? Eh bien, il faut que j'identifie mes variables aléatoires. Et essentiellement, à chaque fois que j'ai une variable qui capture quelque chose du monde extérieur, donc par exemple un capteur, eh bien, la valeur que je vais lire, enfin pas être une valeur stricte, je vais l'affecter dans une variable aléatoire qui va capturer la confiance que j'ai dedans. Donc, il faut que pour chaque variable incertaine, je trouve sa distribution de probabilité. La plupart, c'est des lois normales, donc c'est pas très compliqué, mais il peut y avoir des cas différents, des cas uniformes ou des choses un peu plus complexes. Et puis, parfois, je n'ai même pas de loi, parce que pour certains types de variables, je ne vais pas avoir de loi. Par contre, je vais avoir un historique. J'ai mesuré cette variable de température, par exemple, pendant le siècle précédent. Et donc, derrière, je vais avoir une distribution de probabilité qui est simplement la liste des valeurs que j'ai. Et je peux stocker ça. Maintenant, on a des machines suffisamment puissantes pour manipuler, non pas une abstraction mathématique, mais directement la distribution des valeurs, et sur lesquelles je vais pouvoir faire, qui est complètement intégrable avec le reste, que je peux manipuler. Je peux calculer une moyenne, je peux la composer avec n'importe quelle autre des valeurs, en stockant simplement le vecteur de l'histoire. Et derrière, il va falloir que je propage cette incertitude partout dans le modèle. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais une opération sur une valeur-là, et bien évidemment, le résultat va lui-même devenir incertain. D'accord? Et je vais pouvoir continuer comme ça. Alors, qu'est-ce que ça amène? On a fait un petit travail avec Antonio pour voir est-ce que ça permet de gagner des choses de faire ça. Et donc, on a publié ce papier-là, hein, si ça vous intéresse, dans Computer Simulation. Alors, je vous donne juste un exemple de ce que ça sert à faire. Par exemple, si on a une espèce de cruise control adaptatif, c'est-à-dire une voiture qui essaie d'en suivre une autre à une distance donnée, avec la contrainte qu'on ne doit pas passer en dessous de la distance de sécurité. Donc, par exemple, ici, c'est la distance de sécurité choisie, c'est 1 mètre, et on doit s'en maintenir le plus proche possible, quelle que soit la vitesse dans laquelle elle est. D'accord? Donc ici, ces courbes-là représentent la précision du capteur de distance. D'accord? Donc au début, j'ai un capteur parfait, il me donne exactement la distance, et finalement, l'algorithme qui est là, c'est un algorithme PID classique de système de contrôle, hein, où je regarde simplement, j'essaie de maintenir cette distance-là, et si j'ai un capteur parfait, évidemment, j'arrive à rester à la distance qui est planifiée, c'est la ligne rouge qui est ici. Je suis à 2 mètres de la voiture en moyenne, et j'arrive au mieux, enfin, je viole jamais la contrainte. D'accord? Donc j'ai un système, un type de contrôle tout à fait standard. Maintenant, si je m'amuse à faire varier la précision du capteur, et je regarde comment se comporte mon algorithme de contrôle de distance. Eh bien, progressivement, je m'aperçois qu'évidemment, ma valeur moyenne reste la même, mais progressivement, en fait, à cause de l'incertitude du capteur, je peux très bien me retrouver à violer la contrainte. D'accord?
Donc, comment font les gens du contrôle pour résister à ça? Eh bien, ils ont ce qu'ils appellent des contrôles robustes, qui sont robustes justement à ça. Et donc, les contrôles robustes, en fait, ils approximent. Ils se disent que le capteur, il est précis à ça, donc je lui mets une grosse borne et je tiens compte de cette borne-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, c'est des courbes en bleu. Ça me donne le capteur robuste, il me donne, évidemment, si mon capteur est parfait, ça ne change rien, mais dès que mon capteur est imparfait, en fait, ma distance, elle augmente en moyenne, et puis je m'aperçois qu'effectivement, du coup, je ne viole plus la contrainte. Mais je prends une marge qui est bien plus grande. D'accord? Maintenant, si je prends des variables aléatoires, comme j'ai expliqué précédemment, et que j'intègre ces variables aléatoires dans mon contrôle, parce que mon contrôle n'est plus basé sur des valeurs strictes, mais sur des distributions de probabilité, eh bien, en fonction du niveau de précision que je veux, du niveau de risque que j'accepte de prendre, d'accord, qui dit j'ai une probabilité que je peux calculer à l'avance de 0,99999 chances de violer les choses, eh bien, je me retrouve avec des choses qui sont meilleures en moyenne, et puis qui ne violent pas les contraintes. Donc, ça a un intérêt, c'est-à-dire qu'on peut améliorer le contrôle en gérant explicitement des variables aléatoires plutôt que des valeurs strictes. On peut faire meilleur que du contrôle robuste. Je surveille le temps parce que je suis très bavard. Euh, Autre exemple de ce qu'on peut faire en combinant le MDE avec les probabilités et les lignes de produits, c'est de garder ces variables aléatoires et finalement de faire des optimisations liées en tenant compte de cette incertitude. Donc c'est un travail qu'on a fait avec Airbus sur leur plan de développement de programme. Et un plan de développement de programme, c'est on va lancer un nouvel avion, par exemple le A350, et donc derrière, ben, c'est pas tout de construire l'avion, mais il faut aussi construire les usines, il faut prévoir que les ailes elles vont être fabriquées à tel endroit, elles devront être acheminées comme ci, la cabine elle va être fabriquée à tel autre endroit, les réacteurs ils vont être fabriqués par quelqu'un d'autre, on va intégrer tout ça à Toulouse, etc. Donc c'est le plan global d'industrialisation qui est derrière. Et au moment où on lance une nouvelle chaîne de production, une nouvelle fabrication, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. D'accord? Est-ce que le train d'atterrissage, on va l'acheter, ou est-ce qu'on va le fabriquer, ou est-ce qu'on va le sous-traiter, par exemple? Et ça va avoir des conséquences en termes de coût, mais aussi en termes de temps que ça va prendre. Ça va être toujours plus rapide d'acheter un truc qui existe déjà que de le fabriquer. Ça va peut-être avoir une différence de coût. Et donc, il y a des incertitudes comme ça tout le temps. Et de la même manière, combien de temps ça va prendre de prendre l'usine? De construire une usine, par exemple, ben, ça va peut-être prendre 2 ans, mais ça va pas prendre 2 ans pile. Ça va prendre 2 ans plus ou moins 6 mois. D'accord? Et depuis l'historique, on sait qu'il y a telle chose. Ça va prendre combien de temps de reconfigurer une ligne d'assemblage? Donc, partout, il y a des incertitudes. Et l'idée d'Airbus, c'est que ces choses-là peuvent être modélisées avec une sorte de BPMN dans lesquelles le temps qui est pris est modélisé comme une variable aléatoire. D'accord? Donc on a publié ça à Models il y a 2 ans. Euh, L'idée, c'est que comment trouver parmi tous les choix possibles quelque chose qui, quelque part, optimise ce qui m'intéresse, c'est-à-dire trouver le front de Pareto, en quelque sorte, vis-à-vis des critères que j'ai pour obtenir ce que je veux. Ben, évidemment, aujourd'hui, j'ai d'énormes BPMN dans lesquels je suis capable de faire des simulations qui me permettent de dire, ben voilà, le lead time, c'est-à-dire le temps total que ça va me prendre, c'est ça. Mais derrière, si je veux une autre configuration, il faut que je manipule mon BPMN pour faire d'autres choix, expliquer que là, ben, plutôt que d'acheter, je vais plutôt fabriquer, et donc je vais faire quelque chose de différent. D'accord? Et l'idée de ça, ben, c'est de modéliser ça comme une ligne de produit, c'est-à-dire modéliser le BPMN comme étant tous ces choix-là, et derrière, d'avoir un algorithme automatique qui essaye de trouver la meilleure solution, qui fait du search-based, en quelque sorte, dans cet ensemble-là, pour trouver la meilleure solution. Donc ça se présente comme ça. On a un simulateur de BPSIM qui s'appelle BPSIM, qui permet de simuler le temps le temps ou le coût que prend un produit. Et puis, dans la ligne de produit, on va sélectionner un certain nombre d'options, tourner la simulation, obtenir des performances et avoir un algorithme derrière qui va faire du search-based pour maximiser telle ou telle propriété, décider finalement d'optimiser tout un ensemble de critères en disant bah, cette partie-là, on va plutôt l'acheter, ou celle-là, on va plutôt la fabriquer,
on va plutôt faire une usine à tel endroit plutôt qu'à tel autre, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est de combiner le fait d'avoir des variables aléatoires qui représentent le temps ou le coût, qui représentent quelque chose à l'intérieur du BPMN, et derrière de faire des optimisations en faisant de la simulation de type à partir de lignes de produit. Et je vais terminer maintenant avec la dernière partie qui est réellement d'aller plus loin, c'est-à-dire que si l'incertitude est au cœur de l'informatique, si je ne peux pas avoir confiance dans mon programme parce que si je le donne à telle équipe, il va me prédire qu'il y a un cancer du cerveau, alors que si je le donne à telle autre équipe, il va me dire que non, mon cerveau est complètement normal. Comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Bah, l'idée, ça va être d'avoir à nouveau recours à cette notion de ligne de produit, c'est-à-dire d'essayer de modéliser tout ce qui peut être différent dans un calcul. Hein, l'idée, je vous la donne en deux mots là, puisque je peux modéliser tout ce qui est différent, toutes les manières, les différents algorithmes, les différentes plateformes, les différents trucs, qui peuvent me donner potentiellement des résultats différents. Et bien derrière cette chose-là, pour borner un peu, pour savoir si ce que je fais est correct ou pas, je vais faire une sorte d'échantillonnage dans l'ensemble des possibilités qui va me donner une distribution de probabilité du résultat que je cherche, et pas seulement une valeur unique. Donc là, je vais avoir la possibilité de caractériser et d'estimer l'incertitude d'un calcul en modélisant tout ce qui peut varier, tout ce que je ne sais pas et tout ce qui peut être variant. Euh, je vais regarder des choses comme le temps que ça prend, la power consumption, etc., en regardant toutes les sources possibles d'incertitude. Et donc, je fais du sampling, d'échantillonnage statistique, en regardant tout ce qui est présent et en remontant à chaque fois que j'ai quelque chose, ça sous la forme d'un contrat d'incertitude. Et ensuite, je vais les propager et les manager au niveau de l'application. Donc, évidemment, le gros challenge, c'est que, si vous vous rappelez, on m'a dit de variabilité, j'ai de la variabilité à plein de niveaux différents. Donc, je vais devoir capturer toute cette variabilité-là, et puis ben, devoir passer à l'échelle, puisque éventuellement, sur chaque niveau de variabilité, je peux avoir plein de variantes, ce qui augmente considérablement les choses. Donc, comment ça peut se passer? Je prends deux études de cas qui sont différentes, parce que je m'intéresse à des propriétés qui sont différentes. Par exemple, prédiction des tsunamis. Et puis, un système auto-adaptatif basé sur des drones pour faire des missions. L'idée, c'est que je vais essayer d'extraire la variabilité. Une fois que je l'ai extrait, je peux essayer de l'amplifier. Que je n'avais pas prévu, ben, je vais augmenter les choses possibles. J'ai prévu que là, je vais le choix entre ça et ça, mais finalement, je pourrais avoir beaucoup plus de choses. Donc, je vais essayer de capturer ça. Donc, par exemple, si je prends un exemple tout bête, j'ai un système en C où je peux compiler avec l'option O2 ou O3. Et mon programme, je peux l'écrire avec comme ça ou comme ça. D'accord? Conceptuellement, il fait la même chose. Donc, vous voyez bien que maintenant, ça me donne quatre programmes possibles. Je peux faire O2 avec ça, O2 avec ça, ou O3 avec ça, ou O3 avec ça. D'accord? Je combine mes options. Alors, évidemment, tout est orthogonal et certains trucs sont impossibles, mais justement, les feature modèles me permettent de capturer les choses qui sont possibles et pas possibles et de faire de l'échantillonnage dedans. Donc, une fois que j'ai modélisé cette variabilité, eh bien, je vais expliquer que je vais expliquer concrètement qu'est-ce que ça veut dire de faire ces choix-là. Par exemple, si j'ai sélectionné l'option E1, ça veut dire que je vais remplacer mon truc de base par celui-là. Si j'ai sélectionné l'option E2, eh bien, GSSC, je vais compiler avec l'option E2. Ce qu'on appelle la réalisation de la variabilité. Il faut un moyen de montrer, pour automatiser ça, de montrer comment, si je choisis ça, concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon programme se comporte différemment. D'accord? Donc maintenant, mon programme il se comporte différemment et je vais essayer de faire du sampling. Parce que, évidemment, j'ai que 4 cas possibles, donc je peux les faire tous, mais vous imaginez bien qu'évidemment, ça croît de manière exponentielle et il faut que je fasse un sampling. Et si je veux avoir des garanties statistiques, il faut que mon sampling il soit uniforme en plus. Il y a un problème, hein, mais qui est un problème bien connu dans le monde des lignes de produits. Donc on a des solutions pour faire ça. Donc par exemple, j'ai fait ce sampling, j'ai pris cette option-là, et donc du coup j'obtiens ce programme-là qui est compilé comme ça, et ça me donne un certain résultat avec un certain temps. Je fais une autre possibilité, et ça me donne un autre résultat avec un autre temps.
Et donc, au total, le fait d'avoir exécuté mon programme dans différentes conditions, différentes variantes de mon programme, me donne une sorte d'encadrement, ou plutôt plus exactement de distribution de probabilité des variables aléatoires qui m'intéressent. D'accord? Et que je peux capturer sous forme de contrat. En disant qu'ici, par exemple, l'accuracy, c'est plus ou moins 0,01. D'accord? Et je peux garder la loi de distribution même, elle n'a pas besoin d'être normale, je peux garder tout ce que je veux, ou je peux l'abstraire comme une loi normale. Et une fois que j'ai ça, eh bien, ça devient des variables aléatoires que maintenant j'ai calculées au lieu de les avoir devinées. Et ensuite, je peux appliquer les mêmes choses que j'ai fait avant, c'est-à-dire raisonner avec ces variables aléatoires. Et quand j'ai des résultats, bah, ne pas dire il y a un cancer du cerveau ou il n'y a pas de cancer de cerveau, mais dire il y a un cancer de cerveau avec la probabilité 0,987 par exemple. D'accord? Donc évidemment, il faut que ces contrats-là puissent se propager, ces variables aléatoires puissent se propager au travers du programme. Et je peux faire ça pour des choses qui sont tout à fait différentes. Par exemple, je peux t'intéresser par avoir un trade-off entre l'accuracy et la vitesse de calcul, ou bien je peux avoir quelque chose qui me permet de réduire l'incertitude. Donc je peux utiliser ça de manière, je peux utiliser ces variables-là en ingénierie pour faire différents types d'optimisation. Alors, quels sont les challenges? La première chose, c'est d'extraire et d'amplifier la variabilité. Ça, vous avez vu dans mon exemple, là, mon exemple est très simple, hein, puisque j'ai simplement ces choses-là. Mais évidemment, sur cette base-là, mon programme, je pourrais le réécrire de plein de manières différentes, où conceptuellement, il fait la même chose. Donc c'est ça que j'appelle amplifier la variabilité. Il y a les choix que je connais, et puis ceux que je rajoute automatiquement. Et ça ressemble très fortement à des opérateurs de mutation, que je vais pouvoir faire à tous les niveaux de ma pile logicielle, depuis les options du compilateur jusqu'à la manière dont j'écris mon programme. D'accord? Alors évidemment, ça me donne énormément de points de variation. Si j'ai des points de variation, par exemple, là c'est l'exemple de Linux, j'ai 15 000 points de variation dans le noyau Linux, ça me donne 2 puissance 15 000 systèmes différents, ça fait beaucoup de possibilités, et là-dedans, il faut que je fasse de l'échantillonnage uniforme. L'autre truc, c'est que c'est bien beau de donner des différences, mais je ne vais pas pouvoir stocker mes 2 puissance 15 000 versions de mon programme, ou de ma configuration, ou de mon système, ou de mon infrastructure. Donc il faut que je les stocke de manière implicite, et donc que j'ai des opérateurs qui me permettent de transformer mes programmes de base pour me donner mes variantes. Hein, ce qu'on appelle la réalisation de la variabilité que j'ai montré tout à l'heure. Et donc, il faut pouvoir faire ça. Alors, on sait le faire à certains niveaux, mais là, j'ai besoin de le faire sur toute la pile logicielle. Ça concerne le compilateur, l'OS, les librairies, partout, à tous les endroits, il faut que je puisse faire ça. Ensuite, il faut que mon sampling, mon échantillonnage, il soit, si je veux donner des garanties mathématiques, il faut qu'il soit d'une part efficace et puis pertinent au niveau mathématique. Donc, j'ai besoin de faire ça, de faire un sampling uniforme dans un espace non uniforme. Et puis, il faut que je puisse propager cette incertitude avec cette notion de variable aléatoire qui permettent de faire des tas de choses différentes. Donc voilà, l'idée que progressivement, on est passé d'un moment où on faisait juste pas du tout d'incertitude, de l'incertitude épistémique, et de plus en plus, souvent aujourd'hui, de l'incertitude aléatoire, donc ontologique, euh, avec un certain nombre de perspectives. Si on est capable de faire du raisonnement statistique sur des composants incertains, eh bien derrière, ça peut permettre de changer complètement la manière dont les systèmes sont conçus, puisque maintenant, si on intègre dès le départ qu'on sait manipuler l'incertitude, derrière, on peut faire des optimisations vis-à-vis de ça, en ayant des meilleurs trade-offs, en particulier vis-à-vis de la certification. J'ai donné l'exemple sur le contrôle robuste, mais vous avez la même chose sur tout ce qui est certification de systèmes critiques, où on prend le pire des cas. Et en fait, d'un point de vue ingénierie, c'est complètement ridicule, puisque on sait bien qu'un avion, il n'est pas certain de pouvoir arriver à la destination. Il suffit qu'il se prenne une violente tempête ou qu'il se prenne un missile au mauvais moment, et la probabilité n'est jamais exactement égale à 1. Donc ce qu'on veut, c'est qu'elle soit la plus haute possible à un certain niveau. Et donc raisonner là-dessus devrait pouvoir être fait sur toute la chaîne logicielle. Et puis la même chose sur les modèles scientifiques.
Évidemment, alors on commence à voir à apparaître ça en machine learning, mais il faut des intervalles de confiance pour que les résultats ne soient pas binaires, c'est bon, c'est pas bon, mais c'est bon avec un certain niveau de confiance de manière systématique pour augmenter la confiance aussi du public qu'on a vis-à-vis des choses aussi importantes que le réchauffement climatique. C'est-à-dire, on sait qu'on va se réchauffer, mais il faut. C'est quoi la certitude qu'on a vis-à-vis de ça? Il faudra pouvoir le faire de manière absolument sûre. Euh, donc, moi, je pense, et ma thèse, quelque part, c'est que la gestion de l'incertitude, ça va être de plus en plus central dans l'informatique et qu'il faut le prendre en compte. Voilà. C'était un peu long, je suis désolé. Merci beaucoup. Très intéressant et food for lots of thought, lots of food for thought. Euh, j'ai un peu accroché sur le truc de aspect weaving. Hamid, ici présent, a fait sa thèse de doctorat sur l'autre version de Aspect Oriented Programming. En fait, ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Euh, dans le temps, j'en étais plus ou moins arrivé à, je ne vais pas dire une conclusion, mais au souhait que, en fait, le problème de la non-commutativité de la composition des aspects, c'est dû au fait que la composition n'est pas faite au bon niveau d'abstraction. Et pour moi, si la composition des aspects se fait au niveau de la machine virtuelle qui exécute le code, ça se compose beaucoup mieux. Et, et en fait, je me souviens d'une discussion avec Kik Zales, parce que les gens lui ont plus ou moins reproché, lui ont dit comment ça se fait que le gars qui a été derrière le Meta-Object Protocol fasse un truc aussi, je vais utiliser l'expression québécoise, broche à foin. J'arrive à deviner à peu près ce que ça veut dire. Oui, broche à foin avec le aspect oriented programming. Et lui, ce qu'il a dit, faire la composition au niveau méta is too powerful for the average developer. Et donc, en fait, il a réifié ce qu'il aurait composé au niveau de la machine virtuelle, au niveau de la réalisation du code. Évidemment, là, tu arrives à... C'est un truc que j'ai commencé à regarder. J'ai essayé de formaliser ça, puis après, je pense que je me suis endormi ou tout comme ça. En tout cas, je voulais juste pour le aspect weaving que surtout que l'idée d'aspect programming, c'est des cross-cutting concerns, mais en général, ça n'influence pas le résultat, mais ça influence surtout la façon dont le résultat est calculé. Et donc, pour moi, ça, c'est un comportement au niveau de la machine virtuelle. C'est une simplification. Oui, malheureusement, pas tout le temps. Il y a un exemple simple qui est souvent pris qui est si j'essaye de composer un aspect classique qu'on a qui est le logging avec la sécurité, donc par exemple l'encryption. Selon que je fais l'encryption d'abord ou le logging d'abord, ben, je vais avoir des logs qui vont être encryptés ou pas encryptés. Et en fait, les deux ont du sens. Et ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais on voit qu'il y a un ordre qui fait que, quelque part, ça ne peut pas être complètement symétrique à ce niveau-là, quoi. C'est dans l'ordre de priorité qu'on décide. Est-ce qu'on Oui. va décider l'ordre ou la sécurité, etc. avant. Mais du coup, on voit que ce niveau d'abstraction, là, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est probablement pas le bon niveau d'abstraction parce que selon qu'on le fait dans un sens ou dans l'autre, on obtient un résultat qui est radicalement différent. Et alors, peut-être que c'est l'intention, mais du coup, par définition, ça ne peut pas être commutatif. Donc, on a un problème. Notre question, à vous, des questions, des exemples clairs dans lesquels euh, on n'a pas des cross-cuts, des aspects orthogonales clairs
dans lequel on ne peut pas travailler mieux qu'on a fait déjà depuis longtemps. Vous avez mentionné qu'il y a quelque part, et il y a des cas où on n'a pas l'orthogonalité. Dans ces cas-là, ce sera beaucoup plus compliqué. Vous avez Oui, bien mentionné. sûr. Ouais. Bah, dès que les aspects interagissent les uns avec les autres, l'exemple d'encryption et de logging, qui est l'exemple un peu bateau, montre que là, on est embêté parce qu'on peut pas, ça n'a pas de sens. En fait, on voit bien qu'il y a une contradiction dans les faits et qu'on n'est certainement pas, et là je te rejoins, on n'est certainement pas au bon niveau d'abstraction parce que c'est insoluble à ce niveau-là. Si on considère que les aspects non fonctionnels et les aspects fonctionnels, on a toujours l'orthogonalité. Oui, On entend bien qu'on a toujours l'orthogonalité entre ces deux oui, côtés-là. c'est vrai. Si on se base sur ça, on n'a pas les problèmes de non-orthogonalité. Donc, on n'a pas ces problèmes, ces scénarios-là. Oui, mais si on veut généraliser, c'est-à-dire si on veut aussi que les aspects fonctionnels soient décrits comme des aspects, c'est-à-dire là, je ne suis pas dans l'aspect forcément cross-cutting, hein, dans l'aspect morceaux réutilisables et composables. Clairement, on n'est pas au bon niveau d'abstraction en général. Mais bon, c'est un autre. Ouais. Ouais. Merci pour ton exposé très intéressant, mais je vais me permettre de dire que je l'ai trouvé pessimiste. Euh, Premièrement, je suis pessimiste parce que je me rends compte que je n'ai pas regardé ce qui se faisait en AOP depuis 25 ans, depuis ma thèse. Et ça fait 25 ans et ça, c'est bon. Mais la première partie qu'on était parlé sur la vidéo, j'ai eu l'impression que justement, c'était rien passé là, dans les 25 dernières années dans ce domaine-là, qu'on n'arrive toujours pas à tisser des aspects ou à spécifier, enfin tout ce que tu as expliqué, là. Et comme si ce domaine n'avait pas donné de suite trop à ça, à la OP. Euh, donc ça, bah, je ne sais pas si... Alors, dans un sens, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de cul-de-sac lié à cette manière de faire. Ce qui fait que face au cul-de-sac, le moyen, c'est de regarder, de développer les cas où ça marche, parce qu'il y a des tas de cas où ça marche. D'accord? Et donc, finalement, de simplifier les choses, d'avoir soit des aspects qui sont très simples, comme on a dans Spring AOP, par exemple, qui est un truc qui fonctionne, et qui fait parfaitement ce pourquoi c'est fait, parce que c'est très cadré et la composabilité, elle est quelque part inhérente au framework, donc c'est fait pour. Mais du coup, ça ne fait pas tout. Par contre, ce que ça le fait très bien. Et après, dans le M2, on va retrouver plein d'autres choses qui ont été développées, mais sur des axes un peu différents, que je ne vais pas mentionner ici. Mais par exemple, le M2 a donné beaucoup lieu au Software Language Engineering, au SLE, qui est quelque part comment je prends des langages. Une autre manière de faire, c'est d'essayer de composer au niveau des langages plutôt que de composer au niveau des modèles. Donc, par exemple, comment je compose, comment je résous le problème une fois pour toutes avec différents DSL que je vais pouvoir, dont la composition, je vais pouvoir le gérer une fois pour toutes. Donc ça, c'est un moyen de faire face un peu vis-à-vis de ça. Donc là, dans ce sens-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour faire un peu la fusion enfin, du MDE avec la notion de SLE et de DSL et toutes ces choses-là qui ont quand même beaucoup progressé dans les dernières années. Aujourd'hui, si je veux développer un nouveau DSL, aujourd'hui, j'ai vraiment des outils MDE qui me permettent de le faire enfin, je pense à Sirius Web ou à des choses comme ça, là, qui sont des outils tout à fait confortables pour développer des tas de choses autour de ça, mais pas tout à fait dans la même direction. Je dirais que c'est pour ça que cette direction-là est un peu un dead end, quelque part. Alors, pas forcément. Là où je suis moins pessimiste que toi, c'est que pour moi, c'est juste on est allé sur une fausse piste parce qu'on avait, et là je te rejoins, on n'était pas au bon niveau d'attraction. Moi, je ne désespère pas qu'un jour on vienne avec des vrais opérateurs qui ont les bonnes propriétés de compositionnalité en termes d'associativité et commutativité qui font que ça fonctionne. Euh, j'ai pas mal travaillé là-dessus, sur les langages de réalisation liés à la variabilité. Et en fait, demain, je vais présenter un truc qui a des bonnes propriétés de composabilité, donc de commutativité et d'associativité, qui est le truc qui nous a permis de faire marcher l'expérience Airbus d'ailleurs. Comme ça.
Alors, Donc dans ce sens-là, il y a des solutions, mais qui résolvent pas exactement le même problème. Ils résolvent un problème plus étroit qui est comment je peux avoir des langages de réalisation qui passent à l'échelle en termes de composabilité. ok. Et donc, deuxième aspect, si je peux me permettre de me côté pessimiste, c'est que tu as beaucoup utilisé le terme incertitude et du coup, essayé de nous présenter comment gérer l'incertitude. Alors que dans le nom de ton équipe, je vois que ça parle de diversité. Et en fait, selon que tu vois l'incertitude comme de la diversité, c'est souvent vu comme plus positif, notamment dans l'aéronautique avec tout ce qui est architecture, développement divers et tout ça. Et en fait, là, l'incertitude, c'est plus quelque chose qu'on doit gérer, c'est quelque chose qu'on développe spécifiquement. Ouais, mais c'est les deux faces d'une même médaille. Là où tu as raison, c'est que c'est les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire que les deux sont extrêmement liés. Pour moi, incertitude, c'est un truc de la vie et on y fait face en capturant la variabilité et en ayant de la diversité. Mais pas d'inclusion. D'équité. J'ai une petite question à la blague, je dirais, et il y a dans tout ça. Et en particulier, je me posais la question, comment on gère l'incertitude dans les systèmes qui utilisent, les systèmes à base d'IA, les systèmes qui utilisent des LLM, parce que la communauté, je suppose qu'il y a MBE, il y a réfléchi, mais avoir ton point de vue à ce sujet. Alors, il y a plein de trucs différents. L'expérience auquel je faisais allusion, les NARPS, c'est de l'imagerie médicale essentiellement, et derrière, c'est des algorithmes d'IA. Donc, on voit le problème. C'est-à-dire, on donne des résultats, et en fait, comme ils ne tracent pas l'incertitude, le résultat, il est binaire à la fin. Et c'est complètement con. Pourquoi? Parce qu'au cœur de ces trucs-là, c'est quand même les approches statistiques, où ils manipulent ces trucs-là. Donc, juste, elles sont oubliées à un moment donné. Le cas particulier des LLM est un peu différent, parce que dans un LLM, en fait, la probabilité, tu la connais. La probabilité du prochain mot, tu la connais, en fait. Donc, tu pourrais tout à fait caractériser en les combinant la probabilité que ta réponse, elle suit une loi. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie hein, en LLM, mais elle suit une loi que tu pourrais caractériser parce que tu as accumulé les probabilités. Tu sais, le prochain mot, à chaque fois, tu sais, c'est purement probabiliste. Et en réglant la température, d'ailleurs, tu peux lui dire de ne pas toujours prendre celui qui est le plus haut. Donc, ces informations-là, elles sont présentes. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'à plein d'endroits en informatique, l'information, elle est présente de quelle est la probabilité du truc que tu as. Simplement, la plupart du temps, parce qu'on n'a pas les supports informatiques pour le faire, elle est ignorée. Et on l'a, puis on présente le résultat en l'ayant ignoré, et surtout parce qu'on ne sait pas les composer. Tu vois. Tu sais quelle est la probabilité du prochain mot, mais pour la probabilité de ta phrase, tu ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, par rapport à la véracité de la phrase que va t'énoncer ton LLM. D'accord? Et donc, le truc le plus simple, c'est juste de s'en débarrasser puis d'oublier que c'est une probabilité, quoi. Et c'est dommage. Je pense qu'on est un tournant de l'informatique où il va falloir prendre en compte le fait qu'on ne fait que des trucs dont on a la chance de connaître la probabilité, donc c'est un peu dommage de se débarrasser de l'idée, quoi. Et quand on n'a pas la chance de connaître la probabilité, eh bien, on peut utiliser la diversité, justement, pour échantillonner et reconstruire la distribution de probabilité qui nous permet de la manipuler. Donc, l'objectif, c'est de maîtriser cette incertitude liée au système. Tout à fait, et y compris les systèmes IA, qui sont, il ne faut pas l'oublier, pour la plupart d'entre eux, juste des systèmes statistiques dont à un moment donné, on connaît la valeur. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, on fait juste rien. C'est dommage. C'est un peu c'est à ce propos-là, la librairie dont tu nous as parlé, ton co-auteur, là, Ouais. Antonio, ouais. donc ça gère les variables aléatoires, mais Ouais. souvent les variables aléatoires, elles sont intriquées, si on peut dire quoi. Elles ne sont pas indépendantes. Est-ce que ça, Ouais. Alors, il sait gérer ça. ça? Alors, effectivement, dans ce que j'ai parlé, j'ai simplifié. Dans mon discours, il n'y a que des variables indépendantes et ça se passe bien. Mais évidemment, quand les variables ne sont pas indépendantes, il y a des trucs à faire et la librairie gère ça. Elle s'appelle comment? Alors, la version qui est intégrée au UML OCL s'appelle Use, US. Euh, j'ai un autre commentaire, enfin, c'est un commentaire, une remarque. Donc,
quand vous avez présenté, vous avez dit que vous n'avez jamais vu un platform model. Oui, on est bien. Mais bon, j'en ai vu un, mais qui n'était pas très utile. Donc, dans le temps où on commençait à parler de MDA, c'était aussi le temps de Java 2 Enterprise Edition. Et en fait, l'exemple qu'on donnait, c'est si je prends une classe donc du PIN, eh ben, je peux la mapper à la implementation class, à l'interface et puis à la limite à la home interface. Sauf que, et là je suis d'accord avec toi, en fait, pour moi, la raison pour laquelle MDE, justement, n'a pas livré, c'est que ça a résolu les problèmes faciles, c'est-à-dire ce qui est au niveau des interfaces, mais pas comment gérer la logique d'affaires qui doit se trouver dans le PIN. Et écrire la logique d'affaires de façon indépendante du langage de programmation is as much work as writing the code itself. À ce moment-là, donc en fait, on génère, mais après, on est obligé de modifier ce qui est généré par la suite. Donc, mais tant qu'on n'a pas c'est vrai que tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, de comment représenter la logique d'affaires de façon indépendante de l'implantation. Alors, Ansel, que les gens connaissent peut-être, en fait, lui, au début de sa carrière, il travaillait pour Object Time, qui est une compagnie qui développait un outil qui justement a été en télécom. Il prenait des modèles machine à état qui généraient du code Smalltalk. Mais c'est ça. Mais ça marche bien dans un domaine comme télécom où c'est principalement du contrôle qui se modélise bien avec des méthodes formelles. Ouais. Et encore avec certaines limites. Oui, mais calcule-moi les intérêts dans un produit bancaire, ça ne se modélise pas. Non, mais on peut. Là, il y a beaucoup quand même de processus métiers de ce type-là qui se modélisent avec du BPMN ou des diagrammes d'activité. Oui. Et ça marche très bien. Ça fait partie des trucs qui fonctionnent très bien pour pouvoir fonctionner. Mais à nouveau, c'est la partie du MDE où le modèle métier peut être représenté de manière assez fine et assez détaillée, hein, avec un truc de type activité ou BPMN. Mais après, ça n'empêche pas que le modèle de plateforme n'existe toujours pas. Nous, on peut en faire un, mais pas tel que je puisse le composer facilement avec mon modèle métier pour obtenir un truc qui va marcher. Alors, à nouveau, il y a quand même il y a quand même des choses qui sont aussi, c'est la réponse de qu'est-ce qu'on a fait depuis 25 ans. Il y a aussi toutes les approches qui reviennent à la mode aujourd'hui en termes de low-code et de no-code, qui sont essentiellement du MDE liés à ça, et pour lesquels, dans des domaines particuliers, on arrive à décrire notre processus sur un niveau d'abstraction de type. Il y en a beaucoup qui sont basés sur BPMN d'ailleurs. On a du BPMN et un modèle de données, essentiellement un diagramme d'activité, un diagramme de classe. On appuie sur le bouton, on obtient notre application qui va marcher dans certains contextes. Pour faire ça, on peut pas faire tout avec ça, mais si notre problème rentre dans le cadre qui est prévu, c'est magique, hein, ça marche très très bien. Et ça explose complètement. Le nombre d'outils qui fonctionnent plutôt pas mal pour faire ça, quelque part, c'est ce que je voulais dire par le fait que avoir un tisseur d'aspect générique qui marche dans tous les cas, c'est aujourd'hui hors de portée. Mais si on se limite à certains cas particuliers, c'est-à-dire je veux faire une application de type CRUD, jolie, qui va marcher sur téléphone portable et sur un browser, sur un navigateur, pour faire gérer des chambres d'hôtel ou je ne sais pas quoi dans un domaine assez précis, alors là, j'ai des solutions qui marchent tout à fait bien, sur lesquelles je n'ai pas besoin de savoir programmer pour pouvoir obtenir mon truc, parce que mon modèle métier, si j'ai l'esprit à peu près clair, je peux l'écrire au bon niveau d'abstraction, j'appuie sur le bouton et j'obtiens toute mon application. Ouais, j'ai juste une question naïve. Est-ce qu'il y a des liens entre les technologies développées là et, par exemple, sans se passer d'un algo déterministe à probabiliste, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes genres d'outils pour dire on a un programme qui fonctionne tout le temps mais qui prend beaucoup de temps, puis j'aimerais utiliser les outils pour introduire d'aléas et faire qu'il soit plus rapide, mais de temps en temps il va cracher, ou à l'inverse, si je veux dérandomiser un algo probabiliste, est-ce que ce genre d'outil-là peut aider à raisonner
faire des compromis de ce type-là ou c'est des très beaux sujets de thèse, ça. Mais oui, il y a des gens qui regardent ça en particulier. Par exemple, est-ce que je peux utiliser la DA comme l'incertitude comme une ressource? Je sacrifie le fait d'être sûr du résultat, mais j'ai retrouvé un plus rapide. Alors, il y a des gens qui font ça en combinant des algorithmes déterministes avec des algorithmes de machine learning. Par exemple, si je veux faire de la prévision météo très détaillée, j'ai besoin de ressources de calcul complètement gigantesques. Mais ce que je peux faire, c'est entraîner un modèle de machine learning sur mon modèle météo physique. Et ensuite, bah, je vais obtenir, j'aurai programmé mon modèle de machine learning qui va me donner un résultat qui est moins bon, etc., mais qui va le faire en un dixième du temps, par exemple. Et donc là, j'ai un trade-off qui se fait, et ça fait partie des... Beaucoup de gens, en fait, utilisent ça, effectivement, pour accélérer des modèles déterministes en faisant des choses comme ça. Une autre source, là, c'était quelqu'un qui a fait une thèse dans mon équipe sur ce sujet-là. On travaillait avec des hydrologues, et les hydrologues, c'est pareil, ils ont des modèles métiers, on va dire, qui permettent de prédire l'écoulement et les inondations dans des bassins versants, mais qui sont basés sur des équations de Navier-Stokes avec voilà, quand un truc gigantesque, ça prend des jours à calculer le moindre truc. Et donc, comment on peut accélérer ces trucs-là en rendant les trucs un peu plus aléatoires? C'est-à-dire, au lieu d'avoir un résultat fixe, ben, on va avoir un résultat comme ça. Donc, ben, c'est des techniques, par exemple, de perforation de boucle qui permettent de ne pas faire tous les tours, de faire des grosses approximations et en essayant de calculer qu'est-ce qu'on perd en termes de précision vis-à-vis de ça. Donc, il y a tout un ensemble de techniques et je pense qu'effectivement, il y a là, c'est alors le faire, c'est faisable parce qu'il y a plein d'exemples. Le faire automatiquement, c'est un beau sujet de thèse. Ouais, moi, j'avais une question par rapport sur un des stats, tu avais marqué il y a 15 000 points de variation. Ouais. En fait, je pense que tu as fait le commentaire, c'est toi aussi. Mais ça doit prendre des heures ou des jours de calcul, justement, d'évaluer ces 15 000 points de variation. Donc, est-ce que c'est pas un peu contre-productif, hein? Ah, non, c'est pire que ça, c'est que c'est pas faisable. Ouais. C'est 2 puissance 15 000, ça fait à peu près 10 puissance 5 000. D'accord? Donc 10 puissance 5 000, c'est monstrueux comme nombre. Donc tu ne peux pas les énumérer. C'est pas l'âge de l'univers avec toutes les machines de puissance ne suffirait pas pour énumérer tes trucs. Donc il faut que tu sois capable de faire de l'échantillonnage là-dedans de manière uniforme. Alors si tout était à plat, ça serait facile parce que faire l'échantillonnage uniforme, ben, tu prends tes options. Mais le problème, c'est que les options, elles ne sont pas indépendantes. Donc ton échantillonnage uniforme, tu ne peux pas le faire naïvement parce que tu ne vas pas tomber sur une loi uniforme à la fin. D'accord? Si tu prends juste des trucs au hasard, tu vas tomber sur des configurations impossibles. Et à la fin, de toute façon, ce que tu auras n'est pas uniforme. Donc il y a tout un domaine des gens qui font des lignes de produits qui se sont posés, parce que quand tu fais du test sur une ligne de produit, c'est la même chose. Comment est-ce que tu sais que tu as suffisamment testé? Ben, il faut faire un échantillonnage uniforme. Donc il y a pas mal de progrès qui ont été faits sur l'échantillonnage uniforme d'espaces non uniformes dans la communauté ligne de produit. C'est les gens de Séville essentiellement autour de comment ça s'appelle Beneludes. On fait des trucs vraiment super bien là-dessus. Ça permet vraiment de réduire la... Ben, ça permet d'échantillonner dans un espace qui est trop grand pour pouvoir être énuméré. Donc, c'est pas impossible. Ah non, c'est pas impossible. C'est c'est un peu trapu, mais ça fonctionne bien et ça marche, quoi. C'est possible de faire tout, mais c'est possible de faire des échantillonnages. L'échantillonnage en ayant des... Surtout, faire un échantillonnage, c'est toujours facile. Ce qui est important, c'est d'avoir si on veut faire des certitudes statistiques, il faut que notre échantillonnage il soit uniforme, sinon ça n'a aucun sens. Et ça, c'est difficile, l'échantillonnage uniforme, dans un espace non uniforme. Mais c'est faisable. Alors, pour faire suite à cette question, c'est après, parce que tout ce problème-là vient du fait qu'il y a trop de variabilité, donc, comme tu parlais là, de deep Variability, ouais. Mais est-ce que ça, c'est dans le cas, on va dire, général, mais comme tu mentionnais, il y a quand même pas mal de cas où on n'a pas ces problèmes de variabilité, comme tu disais, là, le cas de l'hôtel où quelqu'un veut créer un site web pour réserver des chambres, Tout à c'est fait. très connu, c'est très carré. Ah bah, Finalement, pas tous, mais la plupart des problèmes ne sont pas dans cette catégorie-là. et ben, malheureusement, non. Où il y a bien, et puis
Un peu de variabilité, mais pas tout. Malheureusement, non. Et ça surprend beaucoup les gens quand on leur pointe les trucs là. NARPS, là, l'étude sur l'imagerie médicale, ça a énormément choqué les gens. Les gens de la communauté. Parce qu'ils savaient que leur truc était un peu fragile, mais ils n'imaginaient pas à quel point. Ils savaient qu'en changeant un paramètre à un endroit, ça avait des résultats qui étaient. Mais bon, tu sais, pas envie de t'embêter avec ça. Puis c'est que des détails d'implantation, surtout que ces gens-là sont quand même plutôt des médecins. Si tu veux, donc, les détails d'implantation d'informatique, c'est de la cacaillerie, tu vois, c'est pas important pour eux. Quand tu leur pointes du doigt que ça amène des résultats qui sont contradictoires, là, ils sont verts, quoi. L'échantillonnage, ce que vous avez parlé, c'est proche de ce qu'on appelle maintenant Continuous Integration, Continuous Development avec Cloud Computing, avec DevOps. Là-dedans, on a les développeurs avec les opérateurs ensemble, ils se mettent ensemble et puis on fait des échantillonnages semblables, peut-être avec ce que tu as parlé de composition. On a besoin de composer, mais rapidement. Donc, Continuous Integration, Continuous Development, peut-être une idée possible de ce que vous avez proposé comme échantillonnage. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passait avec le cloud. Maintenant, ben, on a des cycles pour composer rapidement les microservices qui sont décomposés avant, etc., de façon, dans des configurations de cloud computing rapidement avec des fichiers de configuration automatique. Oui, oui, c'est possible. Ça donne aussi une dimension de variabilité à nouveau, parce que comme on peut faire de plein de manières différentes, derrière, il faut s'assurer que ça fonctionne. Mais avec l'incertitude, on a toujours ces deux choix-là. Soit on essaie de la borner, et dans des cas où on maîtrise, ou disons, on borne les choses, et on fait avec, et ça se passe bien. Soit, mon idée, ce que j'essaie de pousser depuis maintenant quelques temps, c'est de dire, ben, plutôt que de faire ça et d'avoir une approche défensive, autant travailler avec et la manipuler de manière explicite. C'est... En particulier, bien sûr, on parle des clouds. Ouais. Merci bien. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Pas d'hésitation, pas d'autres réflexions. On a déjà réfléchi pour aujourd'hui. Ne tente pas. Laisse-le, il est sur le point de s'endormir. Je pense qu'on peut te remercier. Ah oui, est-ce que tu veux bien être intéressé à recevoir un stagiaire de Centrale, s'il vous plaît? Stagiaire de recherche. Ah, je ne sais pas. Merci. Merci.